Léa observe l'écran de son téléphone dans le silence de son petit studio. Les chiffres ne mentent jamais. Encore 300 abonnés perdus cette semaine. Son cœur se serre devant cette chute libre qui dure depuis 6 mois. Elle qui comptait autrefois 60 000 personnes suspendues à ses conseils beauté, elle n'en garde plus que 25 000. Et parmi eux, combien regardent encore vraiment ses vidéos? Sa gorge se noue quand elle pense à l'appel de ce matin. Chanel a annulé son contrat. Nous cherchons des profils plus dynamiques, avait expliqué poliment l'attaché de presse. Plus dynamique. Le terme résonne dans sa tête comme une gifle. À 25 ans, serait-elle déjà dépassée? Le loyer de son studio parisien représente désormais la moitié de ses revenus en chute libre. Demain, elle devra appeler ses parents et leur annoncer qu'elle rentre vivre chez eux, dans leur pavillon de banlieue. Cette perspective lui donne envie de vomir. Pour se changer les idées, elle fait défiler machinalement les publications de sa famille sur Instagram. Sa mère publie des photos de son jardin, son père partage des articles sur le football, et puis, elle tombe sur une story de Camille, sa grande sœur. L'image la fait tressaillir. Camille sourit face à l'objectif. Julien à ses côtés dans ce qui ressemble à un restaurant gastronomique. L'arrière-plan révèle des nappes blanches immaculées, des verres en cristal, une décoration raffinée. Léa reconnaît cet endroit. Le Grand Véfour, un établissement étoilé du 1er arrondissement. Mais comment Julien peut-il s'offrir ça? Murmure-t-elle. Intriguée, elle remonte le fil des publications de sa sœur. Au début, elle ne remarque rien d'anormal. Puis, petit à petit, des détails l'interpellent. Dans le reflet d'une vitrine, elle aperçoit une montre au poignet de Julien. Pas n'importe laquelle, une Rolex Submariner qu'elle reconnaît pour l'avoir convoitée dans ses rêves les plus fous. Le cœur de Léa s'emballe. Elle ouvre un nouvel onglet sur son navigateur et tape « Julien Moreau, entrepreneur » dans la barre de recherche. Une photo dans un magazine économique la fait bondir de sa chaise. Julien, en costume 3 pièces, lors d'un événement tech parisien. La légende indique « Les jeunes entrepreneurs qui révolutionnent le numérique français ». Elle découvre avec stupeur que Julien Moreau a créé et vendu 2 applications mobiles pour plusieurs millions d'euros. Sa sœur, cette infirmière qui se plaint de ses fins de mois difficiles, vit avec un millionnaire. 8 millions, souffle-t-elle, incrédule. Une colère froide monte en elle. Cette même sensation qu'elle éprouvait enfant quand Camille recevait toujours les félicitations. Sa sœur parfaite cache le plus beau secret de tous pendant qu'elle, Léa, sombre dans l'échec. Par curiosité maladive, elle fouille les stories plus anciennes de Camille et trouve ce qu'elle cherchait sans le savoir. Une photo floue, prise par mégarde, montre un document sur la table de la cuisine. En zoomant, Léa parvient à déchiffrer les mots « Château de Malmaison » et « 15 mai 2024 ». Son sang se glace. Camille prépare son mariage. Au château de Malmaison. Le lieu exact dont Léa rêve depuis l'adolescence, quand elle regardait ensemble des films sur Napoléon et Joséphine. Léa se souvient parfaitement de cette conversation d'il y a 10 ans. « Quand je me marierai, ce sera là-bas », avait-elle déclaré, les yeux brillants. Camille avait souri. « Moi aussi, j'aimerais ça. » Mais c'était le rêve de Léa. Camille le savait. Elle compose immédiatement le numéro du château. « Bonjour, je souhaiterais me renseigner sur une réservation au nom de Dubois pour le 15 mai. »« Ah oui, nous avons bien une réservation à ce nom. Puis-je vous aider ? » ?»« En fait, j'aimerais faire une contre-proposition pour cette date. J'offre le double du prix, payable immédiatement. » Un silence surpris. « Madame, c'est très inhabituel. 20 000 € comptant. J'ai un virement à effectuer aujourd'hui. » Sa voix ne tremble plus. Pour la première fois depuis des mois, Léa sent un pouvoir couler dans ses veines. L'argent de Thomas, son petit ami fils d'industriel. L'argent qu'elle économise secrètement pour leur propre fiançailles. Tant pis. Sa sœur aura tout eu dans la vie. L'amour des parents, la réussite professionnelle, et maintenant un millionnaire. Mais pas ça. Pas son rêve d'enfance. « Je vous rappelle dans l'heure », répond la coordinatrice du château, troublée par cette offre inattendue. Léa raccroche et fixe son reflet dans l'écran noir de son téléphone. Pour une fois dans sa vie, elle va prendre ce qui lui revient de droit. Camille pourra pleurer tant qu'elle voudra. Le 15 mai sera à elle. Camille raccroche son téléphone avec un sourire radieux. Après 2 ans d'économie rigoureuse, elle vient enfin de verser les arts pour le château de Malmaison. 15 mai prochain.
la date de ses rêves, dans le lieu de ses rêves. Son mariage aura lieu exactement là où Napoléon et Joséphine ont vécu leur amour. Assise dans sa petite cuisine de Belleville, elle contemple le contrat de réservation posé devant elle. 8 000 € pour la location de la salle d'honneur et des jardins. L'équivalent de 4 mois de salaire d'infirmière, mais elle a tout planifié, tout calculé. Il y a 6 mois, quand elle avait découvert la vraie identité de Julien, sa première réaction avait été la colère, puis la confusion. Cette facture oubliée dans sa poche, ce nom Moreau au lieu de Martin, ces 800 € dépensés au Meurice, tout s'était effondré d'un coup. La confrontation avec Julien avait été douce mais déchirante. Ses aveux sur sa fortune, ses mensonges par peur d'être exploitée, ses entreprises vendues pour millions. Elle avait compris sa vulnérabilité, pardonné ses craintes. Mais depuis, une question la ronge chaque jour. L'aime-t-elle vraiment pour lui-même ? Car c'est vrai qu'elle dort mieux depuis qu'elle sait qu'elle ne finira jamais dans la précarité. C'est vrai qu'elle s'autorise parfois des petits plaisirs qu'elle s'interdisait avant. Cette sécurité financière lui donne une paix qu'elle n'avait jamais connue. C'est pourquoi elle a pris cette décision. Si elle épouse Julien, ce sera en toute transparence. Pas de mariage basé sur un mensonge. Le jour de leur fiançailles, elle révélera sa fortune à sa famille. Son test ultime. Si elle peut l'épouser en sachant que tous connaissent sa richesse, alors son amour sera authentique. Son téléphone sonne. Le château de Malmaison. « Mademoiselle Dubois, je suis désolée, mais nous devons annuler votre réservation du 15 mai. » Le cœur de Camille s'arrête. « Comment ça ? Annuler ? J'ai versé mes arts. Un client prioritaire nous a fait une offre que nous ne pouvons refuser. Il a payé le double de la somme initiale, comptant. Nous vous rembourserons intégralement, bien sûr. Mais c'est ma date. J'ai tout organisé autour de cette date. Je suis vraiment désolée. Le client a insisté pour cette date précise. C'est exceptionnel. » Camille raccroche, abasourdie. 2 ans d'économie, des mois de rêve, et quelqu'un vient tout lui voler d'un coup de chéquier. Une idée terrible germe dans son esprit. Elle compose le numéro du château. « Bonjour, pourriez-vous me dire qui a réservé le 15 mai ? C'est pour des raisons familiales. » Un silence gêné. « Je ne peux pas vous donner le nom, mais c'est pour le mariage de mademoiselle Léa Dubois. » Camille lâche son téléphone qui s'écrase sur le carrelage. Léa. Sa propre sœur lui a volé sa date. 1 heure plus tard, elle pousse la porte du studio de Léa sans frapper. Sa sœur, en peignoir, sursaute devant son ordinateur. « Camille, tu aurais pu prévenir. Tu m'as volé ma date. » Léa devient livide, puis se ressaisit avec un aplomb qui glace le sang de Camille. « Je ne t'ai rien volé. J'ai juste fait une meilleure offre. Comment as-tu su pour Malmaison ? J'ai mes sources. Et contrairement à toi, je n'ai pas passé 2 ans à économiser sou par sou. » Camille sent la colère monter, pure et brûlante. « C'était mon rêve, Léa. Tu le sais depuis qu'on est petite. Tes rêves, tes projets, ta vie parfaite. » Léa se lève, les yeux brillants de haine. « Pendant que moi, je coule, toi tu nages dans le bonheur avec ton millionnaire secret. Tu ne comprends rien. Cette date, ce château, c'était pour prouver que... » « Que quoi ? Que madame l'infirmière mérite un prince charmant ?» Camille chancelle sous l'amertume de sa sœur. Puis Léa prononce les mots qui briseront leur relation à jamais. « Tu pourras pleurer après. Cette journée est à moi. » Le silence qui suit résonne comme une gifle. Camille regarde cette femme qui était sa petite sœur et ne la reconnaît plus. Dans ses yeux, il n'y a plus d'amour, plus de complicité. Juste une froideur calculatrice qui lui donne envie de vomir. « Je ne te pardonnerai jamais ça, » murmure Camille. « Tu n'auras pas à le faire. Contrairement à toi, moi, je assume mes choix. » Camille sort du studio en claquant la porte. Dans la rue, les larmes coulent enfin. Pas seulement pour son mariage volé, mais pour sa sœur perdue. Julien Moreau éteint son écran d'ordinateur et se masse les tempes dans le silence de son bureau parisien. 2 heures du matin. Encore une nuit blanche passée à éplucher les comptes de son entreprise, non par nécessité, mais par cette habitude compulsive qu'il a développée depuis des années. Contrôler, vérifier, anticiper, ne jamais laisser place à l'imprévu financier. À 30 ans, il possède une fortune de 8 millions d'euros, fruit de la vente de ses 2 applications révolutionnaires. Pourtant, chaque soir,
Cette même angoisse lui noue l'estomac. Et si tout s'effondrait? Et si les gens qu'il aime le quittaient à nouveau? Il se lève et marche jusqu'à la baie vitrée de son bureau, qui surplombe les Champs-Élysées. La ville scintille sous ses yeux, mais il ne voit que le reflet de ses propres démons dans la vitre. Depuis 3 jours, Camille n'est plus la même. Elle qui rentrait toujours du travail avec un sourire, même épuisée, affiche maintenant un visage fermé. Elle qui parlait sans cesse de leurs projets d'avenir évite désormais le sujet. Quelque chose s'est brisé en elle, et il ne comprend pas quoi. La veille, il l'a trouvée en larmes dans leur cuisine. Quand il a voulu la consoler, elle s'est raidie dans ses bras. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? » ?»« Rien. Juste fatiguée. » Mais Julien connaît cette expression. C'est celle qu'avait Emma quand elle avait commencé à prendre ses distances. Ce regard fuyant, cette froideur progressive qui annonce la fin. Son téléphone vibre. Un message de Camille. « Ma petite sœur nous invite à dîner dimanche en famille. Tu es d'accord ? Je t'aime. » Ces 3 petits mots à la fin du message le rassurent momentanément. Mais pourquoi cette invitation soudaine ? En 3 ans, Léa n'a jamais manifesté d'intérêt pour leur couple. Quelque chose cloche. Julien repense à cette période sombre entre ses 24 et 25 ans, pendant le développement de sa seconde application. 6 mois d'incertitude, où les investisseurs se faisaient rares, où l'échec paraissait probable. Emma était restée à ses côtés au début, puis un matin, elle avait fait ses valises. « Je ne peux pas construire ma vie avec quelqu'un d'instable financièrement », lui avait-elle déclaré sans émotion. « J'ai besoin de sécurité. » Ces mots résonnent encore dans sa tête, 7 ans plus tard. Heureusement, 3 mois après le départ d'Emma, sa seconde application avait trouvé ses financements et était vendue pour 8 millions d'euros. Mais le mal était fait. Depuis, Julien teste systématiquement toutes ses relations amoureuses. Il cache sa fortune, joue le rôle de l'homme ordinaire, observe les réactions. Combien de femmes sont parties quand il prétendait traverser des difficultés? Combien ont disparu dès qu'il cessait de les gâter? Avec Camille, le test durait depuis 3 ans. Un record absolu. Elle semblait différente, authentique, désintéressée. Il avait même envisagé de lui révéler bientôt toute la vérité sur sa situation. Et puis, il y a eu cette découverte troublante la semaine dernière. En consultant discrètement les comptes bancaires de Camille, grâce aux informations qu'elle lui avait données pour un virement, il avait découvert des mouvements étranges, des emprunts récurrents pour des achats qu'elle ne pouvait normalement pas se permettre. Une robe Sandro à 400 €, des cosmétiques de luxe, des restaurants qu'elle fréquentait seule, les jours où elle prétendait travailler. Pourquoi mentir sur ses dépenses? Pourquoi s'endetter pour maintenir un train de vie qui dépasse ses moyens d'infirmière? Une hypothèse terrifiante germe dans son esprit. Et si Camille avait découvert sa véritable identité? Et si depuis des mois, elle jouait elle aussi un rôle? Celui de la femme simple et désintéressée, tout en s'endettant secrètement pour paraître à la hauteur de ce qu'elle croit être ses attentes? Cette pensée lui donne la nausée. Car cela signifierait qu'ils se mentent mutuellement depuis des mois, lui cachant sa richesse par peur d'être exploité, elle cachant ses vraies motivations par calcul. Il prend son téléphone et compose un numéro qu'il connaît par cœur. Une agence de détective privée qu'il a déjà consultée par le passé. « Bonjour, je voudrais faire surveiller discrètement quelqu'un. Une femme de 28 ans, infirmière à Saint-Louis. Je soupçonne qu'elle me cache des choses importantes. » Sa voix tremble légèrement en prononçant ces mots. Il déteste ce qu'il est en train de faire, mais il ne peut plus vivre dans l'incertitude. Mieux vaut savoir la vérité, même si elle fait mal. Le détective prend note des informations. Dans 48 heures, Julien saura si la femme qu'il aime le manipule depuis le début. En raccrochant, il se demande s'il n'est pas en train de détruire la seule relation authentique qu'il ait jamais eue. Mais comment faire confiance quand on a été trahi par tous ceux qu'on a aimés? Dimanche, il rencontrera la famille de Camille. Peut-être trouvera-t-il enfin des réponses à ses questions sur le changement brutal de comportement de sa compagne. Ou peut-être découvrira-t-il que l'amour véritable n'existe que dans les contes de fées. Le pavillon des parents Dubois n'a pas changé depuis 20 ans. Même rideau à fleurs, même papier peint défraîchi, même atmosphère feutrée qui sent la cire d'abeille et le pot-au-feu. Camille pousse la porte du salon en tenant la main de Julien, qui découvre pour la première fois ce décor bourgeois de banlieue. Depuis leur violente dispute, les 2 sœurs ne se sont pas parlé, mais impossible d'annuler ce dîner sans éveiller les soupçons. « Mais chérie !» s'exclame Marie Dubois,
en essuyant ses mains sur son tablier. « Julien, enfin, Camille nous parle si peu de vous. » Léa arrive de la cuisine, un sourire éclatant aux lèvres. Trop éclatant, pense Camille. Sa petite sœur porte une robe neuve qu'elle ne peut manifestement pas s'offrir, et ses ongles sont parfaitement manucurés. L'argent du mariage volé, sans doute. « Julien, je suis si curieuse de mieux vous connaître. » lance Léa en lui serrant chaleureusement la main, ignorant totalement le regard glacial de Camille. Camille est tellement secrète sur sa vie privée. Bernard Dubois, le père, serre la main de Julien avec cette cordialité un peu forcée des hommes qui ne savent pas quoi dire. Puis il retourne à son journal, mais Camille remarque qu'il ne tourne plus les pages. Il écoute, comme s'il attendait quelque chose. L'atmosphère est électrique. Julien sent la tension mais ne comprend pas sa source. Camille évite soigneusement le regard de sa sœur, les mâchoires crispées. « Alors, Julien, l'import-export, ça marche bien ?» demande Léa avec une innocence feinte. « Assez bien, merci », répond Julien, mal à l'aise. « C'est formidable. Et vous voyagez beaucoup pour le travail ?» Camille intervient sèchement. « Léa, arrête ton interrogatoire. » « Quel interrogatoire ? Je fais juste connaissance avec le compagnon de ma sœur. C'est normal dans une famille unie, non ?» Le mot « uni » résonne comme une provocation. Camille se crispe davantage. Marie Dubois pose le plateau de petits fours sur la table basse avec un claquement sec qui fait sursauter tout le monde. « D'ailleurs, il faut qu'on vous dise quelque chose, » lâche-t-elle d'une traite. Le silence tombe d'un coup. Bernard lève enfin les yeux de son journal. Léa suspend son geste, satisfaite de voir que son plan fonctionne. « Nous savons qui vous êtes vraiment, Julien, » murmure Marie, visiblement mal à l'aise. Camille sent son sang se glacer. Julien devient livide. « Madame Martineau, notre voisine, vous a reconnu dans un magazine économique qu'elle feuilletait chez son dentiste. Tech and Entrepreneur. Un article sur les jeunes millionnaires du numérique français. » Léa bondit de son fauteuil avec une indignation parfaitement jouée. « Quoi ? Vous saviez ? Depuis quand ? » « 1 an, murmure Bernard sans lever les yeux, honteux. « 1 an, s'écrie Léa, les joues en feu. Vous saviez que ma sœur nous cachait qu'elle vivait avec un millionnaire, et vous ne m'avez rien dit ? » « Nous avons choisi de respecter l'intimité de Camille, répond Marie, de plus en plus mal à l'aise. « L'intimité ? Mais enfin, maman, on parle de millions d'euros. Elle nous ment depuis 3 ans. » Camille se lève à son tour, tremblante de colère et de trahison. « Je ne vous mens pas, je protège ma vie privée. » « Ta vie privée ?» Léa éclate d'un rire amer. « C'est ça que tu appelles mentir à ta famille pendant 3 ans ? Nous faire croire que tu galères financièrement pendant que monsieur paie tout ? Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non ? Et c'est pour ça que tu t'endettes pour t'acheter des fringues de luxe ? Pour être à la hauteur de ton millionnaire ? » Le coup porte. Camille chancelle. Comment Léa peut-elle connaître ses difficultés financières récentes ? Comment tu sais ça ? Léa sourit avec une cruauté froide. J'ouvre les yeux, contrairement à nos parents qui ferment les leurs depuis 25 ans. Que veux-tu dire ? Demande Bernard, enfin inquiet. Dans un geste théâtral calculé, Léa remonte ses manches. Sur ses avant-bras apparaissent des cicatrices fines, nombreuses, certaines récentes. Je veux dire que vous ne voyez jamais rien de ce qui compte vraiment. Marie porte ses mains à sa bouche, horrifiée. Ma chérie, depuis quand ? 2 ans. 2 ans que je me fais du mal, et personne ne remarque rien. Mais vous remarquez un millionnaire dans un magazine. Camille s'effondre dans son fauteuil, sous le choc. Sa petite sœur souffrait, et elle ne s'en était pas aperçue. Pire encore, submergée par sa propre douleur, elle avoue. L'année dernière, j'ai pensé à mourir. Le poids des mensonges, cette impression de jouer un rôle. J'ai failli prendre tous mes médicaments de garde. Julien se lève lentement, bouleversé par ces révélations. « Je crois que je vais vous laisser. C'est une affaire de famille. »« Non !» crie Camille. « Reste. Il faut que tout le monde sache la vérité. » Bernard se lève et enlace maladroitement ses 2 filles. Pourquoi on ne sait plus se parler dans cette famille ? Et dans ce salon bourgeois aux rideaux fanés, une famille entière découvre qu'elle s'est perdue à force de vouloir se protéger les uns des autres, sans réaliser qu'elle se détruisait. Léa fixe l'écran de son téléphone dans sa voiture, garée devant la maison familiale. Elle tremble encore de l'explosion qui vient de se produire. Dans sa détresse, elle avait activé l'enregistrement Instagram Live sans réfléchir,
quand la douleur était devenue trop insupportable. Maintenant, elle regarde sa vie s'effondrer en temps réel. Les chiffres défilent sans s'arrêter. 15 000, 20 000, 30 000 vues. Sa vidéo en direct de la dispute familiale devient virale, mais pas comme elle l'avait espéré. Les commentaires s'accumulent sous la vidéo comme une avalanche de cruauté. Elle détruit sa famille pour des likes. Pathétique. Influenceuse ratée qui s'invente un drama pour exister. Sa sœur mérite mieux qu'une parasite pareille. Chaque mot lui transperce le cœur. Elle avait voulu montrer sa souffrance, prouver qu'elle existait, mais les internautes ne voient qu'une opportuniste sans scrupules qui expose ses proches pour quelques vues. Son téléphone vibre. Thomas. Léa. Qu'est-ce que tu as fait? Mes parents ont vu ta vidéo. C'est fini entre nous. Je ne peux pas être associée à ça. Elle relit le message 3 fois avant de comprendre. Thomas la quitte. Par SMS. Après 2 ans de relation. L'homme avec qui elle comptait se marier au château volé vient de disparaître de sa vie. Une notification Facebook la fait sursauter. Un compte de fact-checking a publié une enquête sur elle. Léa Dubois, l'influenceuse qui achète ses followers. Capture d'écran à l'appui, preuves irréfutables de ses faux abonnés, révélation de ses dettes cachées. En 1 heure, elle perd 2000 followers. Sa crédibilité s'évapore définitivement. Mais le pire reste à venir. D'autres utilisateurs ont identifié Julien sur la vidéo. Julien Moreau, PDG de TechVision, fortune estimée à 8 M €, titre un blog économique qui reprend les images. En quelques clics, toute la famille Dubois devient publique. L'adresse des parents circule sur les réseaux. Des curieux viennent sonner à leur porte. Marie Dubois, terrifiée, ferme tous les volets et refuse de sortir. Des journalistes People traînent devant le pavillon, espérant une déclaration. À l'hôpital Saint-Louis, la direction convoque Camille dans l'urgence. Madame Dubois, nous sommes désolés, mais cette exposition médiatique nuit gravement à l'image de notre établissement. Nous devons vous suspendre temporairement. Camille sort de l'hôpital en état de choc. 20 ans de carrière irréprochable balayée par une vidéo de sa sœur. Elle qui se battait déjà pour surmonter la trahison du château volé, découvre maintenant que sa vie professionnelle s'effrite aussi. Julien, lui, découvre sa boîte mail saturée. Des centaines de messages de personnes qui réclament de l'argent, qui inventent des histoires dramatiques, qui le supplient ou le menacent. Son assistante n'arrive plus à filtrer les appels. Certains connaissent à son adresse privée. Pendant ce temps, Léa reste prostrée dans sa voiture. Les messages de haine continuent d'affluer. Quelqu'un a trouvé son adresse personnelle et la publie avec un commentaire. Pour ceux qui veulent lui dire leur façon de penser. Sa respiration s'accélère. Ses mains tremblent incontrôlablement. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser. L'air ne passe plus. Elle étouffe. Elle va mourir là, dans cette voiture, après avoir détruit sa famille pour quelques milliers de vues toxiques. Elle compose le 15 entre 2 spasmes. Aidez-moi. Je ne peux plus respirer. J'ai tout détruit. Aux urgences de Saint-Louis, c'est Camille qui la reçoit. Malgré sa suspension, elle était venue récupérer ses affaires, quand l'ambulance est arrivée avec sa sœur. « Léa, mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne peux plus. J'ai tout cassé. Pardon. Je t'ai fait du mal. » Camille prend la main de sa sœur et la serre fort. Pour la première fois depuis des années, elle voit vraiment Léa. Pas l'influenceuse ambitieuse, pas la petite sœur jalouse qui lui a volé son rêve. Juste une jeune femme de 25 ans qui se noie dans un monde qu'elle ne comprend plus. Chut, je suis là. On va s'en sortir. Mais comment ? J'ai détruit nos vies. Thomas m'a quitté. Tu as perdu ton travail. Papa et maman se cachent. Et tout ça pourquoi ? Pour prouver que j'existais ? Camille caresse doucement les cheveux de Léa, comme quand elles étaient petites. On trouvera un moyen. Les vraies sœurs ne s'abandonnent jamais. Dans ce box d'urgence stérile, sous les néons froids, 2 femmes brisées se retrouvent enfin. Loin des caméras, loin des mensonges, loin de tout ce qui les a séparées. La tempête qu'elles ont déclenchée continue de faire rage dehors, mais pour la première fois depuis longtemps, elles ne l'affrontent plus seules. Elles sont redevenues sœurs. Le château de Malmaison résonne d'un silence pesant en cette matinée de mai. Léa se regarde dans le miroir de la suite nuptiale, seule dans sa robe blanche qui lui a coûté 3 000 €. Dehors, une trentaine d'invités seulement ont bravé le scandale pour venir. Pas de fiancés.
Thomas a disparu depuis la viralisation catastrophique de leur dispute familiale. Pourtant, elle a maintenu cette mascarade. Par orgueil, par défi, ou peut-être par désespoir. Renoncer maintenant reviendrait à avouer publiquement qu'elle a détruit sa famille pour rien. Le château qu'elle a volé à sa sœur ne peut pas rester vide. Ce serait l'humiliation finale. Mademoiselle Dubois, la wedding planner frappe timidement à la porte. Il est l'heure. Enfin, si vous souhaitez maintenir la cérémonie. Léa descend lentement l'escalier de marbre, sa traîne bruissant sur les marches. Dans le salon d'honneur, les quelques invités la regardent avec un mélange de pitié et de curiosité malsaine. Certains filment discrètement avec leur téléphone, espérant alimenter encore le buzz. Au premier rang, ses parents gardent les yeux baissés, accablés de honte. À l'extrémité de l'allée improvisée, pas d'hôtel décoré, pas de prêtre, pas de fiancé. Juste un espace vide qui résume parfaitement sa vie. Un décor somptueux pour une tragédie personnelle. Léa avance d'un pas mécanique vers ce néant. Chaque pas lui rappelle le prix de sa vengeance. Elle avait voulu prendre la place de Camille, posséder son bonheur par procuration. Maintenant, elle se retrouve seule face aux conséquences de sa jalousie. Arrivée au bout de l'allée, elle se retourne vers l'assemblée clairsemée. Les mots se coincent dans sa gorge. Comment expliquer l'inexplicable ? Comment dire à ces gens qu'elle a organisé ce mariage fantôme juste pour faire du mal à sa sœur ? Commence-t-elle d'une voix tremblante. C'est alors que la porte du salon s'ouvre. Camille et Julien entrent discrètement et prennent place au dernier rang. Camille porte une robe simple mais élégante, et malgré tout ce qui s'est passé entre elles, son regard croise celui de sa sœur, avec une tendresse infinie. Cette vision fait craquer définitivement le masque que Léa s'efforçait de maintenir. Les larmes jaillissent d'un coup, incontrôlables, libératrices. « Je suis désolée », sanglote-t-elle face aux invités médusés. « Je suis désolée d'avoir voulu quelque chose que je ne méritais pas. Je suis désolée d'avoir brisé ma famille pour un rêve stupide. Ce château, cette date, je les ai volés à ma sœur parce que j'étais jalouse de son bonheur. » Dans l'assistance, certains invités se dirigent vers la sortie, gênés par cette confession publique. D'autres restent, fascinés par cette authenticité soudaine. Mais Camille se lève. Elle remonte lentement l'allée centrale sous les regards surpris, ses talons claquant sur le parquet ciré. Arrivée près de sa sœur, elle lui prend doucement les mains sans prononcer un mot. « Tu n'es pas seule, » dit-elle simplement. « Nous sommes sœurs. » Léa s'effondre dans ses bras. 20 ans de rivalité, de jalousie et de non-dit s'évaporent dans cette étreinte. Elles pleurent ensemble leurs erreurs, leurs mensonges, leurs années perdues à se faire la guerre au lieu de s'entraider. « Je t'ai volé ton rêve », murmure Léa entre ses larmes. « Ton château, ta date. J'ai tout gâché par égoïsme. Et moi, je t'ai menti pendant 3 ans sur ma vie. J'aurais dû te faire confiance. » Les invités restants sortent leur téléphone, mais cette fois, ce n'est plus par voyeurisme. Ils capturent un moment de grâce pure, 2 femmes qui se pardonnent publiquement leurs fautes dans ce lieu qu'elles ont toutes 2 aimé. Julien, ému malgré lui, comprend qu'il vient d'assister à quelque chose de rare et de précieux. L'amour familial authentique existe vraiment. Il l'a vu renaître sous ses yeux, dans cette salle dorée où l'orgueil s'est transformé en humilité. Marie et Bernard Dubois rejoignent leur fille, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des années, la famille se serre dans les bras sans arrière-pensée, sans calcul, sans mensonge. « On rentre à la maison », propose Bernard d'une voix rauque d'émotion. « Oui », acquiesce Léa en essuyant ses larmes. « Rentrons tous à la maison. » En sortant du château, Léa abandonne son bouquet de mariée sur les marches de pierre. Ces fleurs blanches qu'elle avait choisies pour célébrer un amour qui n'existait pas, elle les laisse se faner au vent de mai. Dans la voiture qui les ramène vers leur pavillon de banlieue, Léa regarde défiler le paysage par la fenêtre. Son téléphone vibre sans arrêt. Cette fois, la vidéo de leur réconciliation commence à circuler sur les réseaux sociaux. Mais pour la première fois depuis des mois, elle n'a plus envie de regarder les statistiques. Elle a retrouvé sa place dans sa famille. Et c'est infiniment plus précieux qu'une couronne de reine des réseaux. 6 mois ont passé depuis cette matinée de mai au château de Malmaison. Dans le cabinet feutré de Dr Sylvie Arnaud, psychothérapeute familiale, les 4 membres de la famille Dubois sont assis en cercle. Chaque jeudi après-midi, ils viennent ici pour apprendre à se reconstruire ensemble. Aujourd'hui, l'atmosphère est particulièrement tendue. Léa fixe ses mains,
les manches longues dissimulant toujours les cicatrices qui témoignent de ses moments les plus sombres. « Léa, pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé cette semaine ?» demande doucement Dr Arnaud. « J'ai eu une rechute mardi soir. J'ai regardé mes anciennes vidéos sur Instagram. Et puis j'ai lu les commentaires sous la vidéo de notre réconciliation. Certains disaient que c'était du théâtre, que je manipulais encore ma famille. Sa voix se brise. Marie tend instinctivement la main vers sa fille, mais se retient. Elles apprennent à respecter l'espace personnel de chacune. Ces mots m'ont renvoyé des années en arrière. J'ai eu envie de me faire du mal, mais j'ai appelé Camille. Camille sourit faiblement. Elle m'a réveillée à 3 heures du matin. On a parlé jusqu'au lever du jour. Dr Arnaud hoche la tête. C'est un progrès énorme, Léa. Avant, vous isoliez-vous quand la douleur devenait trop forte. C'est ce qu'on faisait tous, intervient Bernard. Chacun dans son coin avec ses secrets, ses mensonges de protection. Le père a vieilli ces derniers mois. Lui qui pensait protéger ses filles en évitant les confrontations, découvre qu'il les a enfermées dans leur souffrance. Parlons justement de ces mécanismes familiaux, propose la thérapeute. Camille, comment vivez-vous le fait d'avoir perdu votre emploi ? Camille inspire profondément. Au début, j'étais révoltée. 20 ans de carrière détruits par une vidéo. Puis j'ai réalisé que j'utilisais mon travail pour fuir les vraies questions. Mes collègues ne me connaissaient pas vraiment. Je souriais, j'aidais tout le monde, mais je ne parlais jamais de moi. Le syndrome du sauveur, murmure Léa. Dr Arnaud m'a expliqué. Tu faisais ça depuis qu'on était petite. Quand tu pleurais bébé, rien ne te consolait. J'avais 4 ans et je pensais que c'était ma faute. Alors j'ai décidé de devenir celle qui répare tout, qui console tout le monde. Marie éclate en sanglots. Ma dépression après ta naissance, Léa. J'étais incapable de te calmer. Camille essayait de m'aider, de te bercer. Une enfant de 4 ans qui portait mes responsabilités de mère. Bernard enlace douloureusement sa femme. Et moi, je travaillais davantage pour fuir cette atmosphère tendue. Je vous ai abandonnées toutes les 3. Dr Arnaud laisse le silence s'installer. Ses aveux, ils les font pour la 10e fois. Mais chaque séance permet d'aller un peu plus profond dans la compréhension. « Julien, dit-elle en se tournant vers lui, vous assistez à ces séances depuis 3 mois maintenant. Qu'est-ce que cela change pour vous ?» Julien, mal à l'aise, cherche ses mots. Je découvre qu'une famille peut s'aimer malgré ses blessures. Chez moi, quand les choses devenaient difficiles, on partait. Mon père m'a abandonnée, mes ex-petites amies ont disparu. Ici, vous restez, vous vous battez ensemble. Et avec Camille, j'apprends à faire confiance sans vérifier. C'est difficile. Parfois, quand elle rentre en retard de ses entretiens d'embauche, je panique encore. Mais au lieu d'engager un détective, j'en parle avec elle. Camille lui prend la main. Et moi, j'apprends à dire la vérité dès le début. Plus de mensonges pour protéger. Si j'ai peur, je le dis. Si je suis en colère, je l'exprime. La séance touche à sa fin. Dehors, l'automne commence à dorer les feuilles. 6 mois de travail intense, et ils ont encore des mois devant eux. Léa, vous commencez votre formation d'aide-soignante la semaine prochaine, rappelle Dr Arnaud. Comment vous sentez-vous ? Terrifiée, mais heureuse aussi. Aider les gens vraiment, pas juste paraître parfaite sur un écran. Camille m'a donné l'idée. Et vous, Camille ? J'ai un entretien mardi pour le centre de soins palliatifs. Un poste moins technique, plus humain. Je veux réapprendre à soigner avec le cœur, pas seulement avec les gestes. En sortant du cabinet, la famille marche ensemble vers la station de métro. Ils ne parlent pas beaucoup, mais leurs pas sont synchrones. Pour la première fois depuis des années, ils avancent dans la même direction. La guérison n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de rechutes, de colère, de moments de découragement. Mais ils ont appris une chose essentielle. On ne guérit pas seul de ses blessures familiales. On guérit ensemble, ou pas du tout. 18 mois après la crise qui avait failli détruire leur famille, chacun reconstruit sa vie sur de nouvelles bases. L'automne parisien colore les feuilles du petit jardin partagé où Léa travaille désormais 3 matins par semaine. À 27 ans, elle a trouvé sa voie loin des projecteurs. Aide-soignante dans un centre pour adolescents en difficulté, elle comprend leur souffrance de l'intérieur. Ses propres cicatrices, qu'elle ne cache plus, deviennent parfois un pont vers ces jeunes qui se perdent dans la violence ou l'automutilation. « Mademoiselle Léa, j'ai encore envie de me faire du mal », lui confie Anaïs, 15 ans,
les yeux rougis par les larmes. « Je sais, » répond Léa en s'asseyant près d'elle. « Moi aussi, parfois. Hier soir encore. Mais j'ai appelé ma sœur au lieu de prendre la lame de rasoir. Elle ne ment pas. La guérison n'est pas linéaire. Certains jours, quand la solitude pèse trop lourd ou quand les souvenirs remontent, l'envie revient. Mais elle a appris à reconnaître les signaux et à demander de l'aide. Votre sœur, elle comprend ? Maintenant, oui. Avant, on se mentait pour se protéger. Ça nous a presque tués toutes les deux. Thomas était revenu vers elle 6 mois après le scandale, quand la poussière était retombée. Elle avait refusé gentiment mais fermement. « J'apprends d'abord à être entière seule avant d'être en couple », lui avait-elle expliqué. Cette décision l'avait surprise elle-même, mais elle s'y tenait. De son côté, Camille a repris pied professionnellement. Le centre de soins palliatifs Saint-Vincent l'a embauchée après un mois d'hésitation. Ses anciens collègues avaient donné d'excellentes références, et sa directrice avait été séduite par sa sincérité lors de l'entretien. « Je ne cache plus qui je suis », avait déclaré Camille. « J'ai fait des erreurs. Ma famille a traversé une crise publique, mais cela m'a appris l'authenticité. Maintenant, elle accompagne les familles endeuillées avec une empathie nouvelle. Sa propre expérience de la souffrance familiale lui donne une compréhension plus profonde de la douleur des autres. Avec Julien, ils ont appris à s'aimer imparfaitement. Ils vivent ensemble dans un appartement plus grand à Belleville, mais Camille a gardé son studio comme refuge personnel. 3 soirs par semaine, elle y passe la nuit, seule, pour préserver son espace de liberté. Au début, ça me terrifiait, avoue Julien à son thérapeute individuel. Je pensais qu'elle voulait partir. Maintenant, je comprends qu'elle a besoin de cette respiration pour mieux me revenir. Julien suit un traitement pour ses troubles anxieux et a vendu sa seconde entreprise pour créer une association d'aide aux jeunes entrepreneurs en burn-out. Start Again accompagne ceux qui ont échoué dans leur premier projet, leur offrant un soutien psychologique et financier pour rebondir. « L'échec m'a détruit à 25 ans », explique-t-il lors des conférences qu'il donne dans les écoles de commerce. Mais il m'a aussi appris l'empathie. La réussite, c'est savoir se relever, pas ne jamais tomber. Leurs parents ont pris la décision courageuse de divorcer à l'amiable après 32 ans de mariage. Ils s'aimaient, mais avaient compris qu'ensemble ils reproduisaient de vieux schémas destructeurs. On s'était perdus dans nos rôles, explique Marie, qui a repris des études de psychologie à 58 ans. Lui, le père qui fuit les conflits. Moi, la mère qui surprotège par culpabilité. Séparés, on devient de meilleurs parents. Bernard a déménagé dans un petit appartement, à 10 minutes du pavillon familial. Paradoxalement, il voit plus ses filles maintenant qu'avant. Chaque dimanche, il déjeune avec l'une ou l'autre, sans leur mère, créant enfin cette relation père-fille qui avait manqué pendant des années. Le dimanche suivant, c'est réunion familiale chez Marie, une tradition qu'ils ont instaurée. Une fois par mois, tout le monde se retrouve pour cuisiner ensemble et parler vrai. Plus de sujets tabous, plus de non-dits. « J'ai rechuté jeudi », annonce Léa en épluchant les légumes. Rien de grave, juste quelques griffures. Mais je voulais vous le dire. « Qu'est-ce qui a déclenché ?» demande Bernard sans dramatiser. « Un ancien collègue influenceur m'a proposé de revenir. Bon contrat, visibilité garantie, ça m'a tenté. »« Et alors ?» s'inquiète Camille. « J'ai dit non, mais ça m'a remué. Cette vie de paillettes me manque parfois. » Julien pose sa main sur son épaule. « C'est normal. L'important, c'est que tu aies choisi ta vraie vie. » Ils mangent ensemble dans la cuisine familiale, parlant de tout et de rien. Parfois Léa pleure encore, parfois Camille s'énerve, parfois Bernard se referme. Mais ils ne fuient plus. La famille parfaite n'existe pas. Mais la famille vraie, authentique et imparfaite, elle, ils l'ont construite ensemble. 2 ans après la tempête qui avait failli détruire leur famille, Camille se regarde dans le miroir de la mairie du 15e arrondissement. Sa robe simple de couleur ivoire reflète la femme qu'elle est devenue, authentique, sereine, réconciliée avec ses imperfections. Dehors, 15 personnes les attendent. Pas de faste, pas de château, pas de photographe, juste l'essentiel, ceux qui les aiment vraiment. « Tu es prête ?» demande Léa en ajustant le petit voile de sa sœur. Leurs regards se croisent dans le miroir. Léa porte une robe bleu marine simple, ses cicatrices visibles sur ses avant-bras. Elle ne les cache plus depuis 6 mois, les assumant comme des cartes routières de sa renaissance. « J'ai une confession », murmure Camille.
Parfois, je repense encore au château de Malmaison, au mariage que j'avais rêvé. Léa sourit avec une tristesse douce. Et tu regrettes ? Non. Ce mariage-là était basé sur un mensonge. Aujourd'hui, Julien connaît mes peurs, mes colères, mes doutes. Et il m'épouse quand même. Elles descendent ensemble vers la salle de cérémonie. Marie les attend, radieuse dans sa robe bordeaux. À 59 ans, elle a trouvé sa voie comme bénévole dans l'association de Julien, accompagnant les familles d'entrepreneurs en détresse. Bernard, élégant en costume gris, serre Julien dans ses bras. « Bienvenue dans notre belle famille imparfaite », lui dit-il avec un clin d'œil. La cérémonie est simple, émouvante. Camille et Julien se sont écrits leurs propres vœux. « Julien, » commence Camille d'une voix claire, « je te promets ma vérité, même quand elle fait mal. Je te promets mes doutes, mes questions, mes moments de faiblesse. Car j'ai appris qu'on ne peut aimer vraiment qu'en montrant qui on est réellement. »« Camille, » répond Julien, la voix tremblante d'émotion. « Je te promets ma confiance, même quand mes peurs reviennent. Je te promets de choisir l'amour plutôt que la méfiance, à chaque instant où j'en aurai le choix. » Quand ils s'embrassent, Léa applaudit en pleurant. Pas de tristesse cette fois, mais de joie pure. Sa sœur a trouvé un amour qui ne craint pas la lumière. Au repas qui suit dans un petit bistrot de quartier, Léa se lève pour porter un toast. Son discours, elle l'a répété 100 fois, mais les mots qui sortent sont autres. Ma sœur et moi, on a failli se perdre à jamais. On s'est menti, on s'est fait du mal, on s'est haï parfois. Mais regardez-nous maintenant. Elle prend la main de Camille. On ne s'aime plus avec cette innocence d'enfant qui ne voit pas les défauts. On s'aime en connaissance de cause. Camille sait que je peux rechuter, que certains matins je ne veux pas sortir de mon lit, que je porte encore mes démons. Et moi, je sais qu'elle peut encore mentir pour protéger, qu'elle se met trop de pression, qu'elle porte le monde sur ses épaules. L'assemblée écoute, captivée. Mais c'est ça, l'amour vrai. Celui qui ne fuit pas quand l'autre révèle ses failles. Julien, vous avez vu ma sœur dans ses pires moments. Et vous êtes là. Camille, tu as vu Julien dans ses crises de panique, ses obsessions de contrôle. Et tu es là. Sa voix se brise légèrement. L'amour parfait n'existe pas. Mais l'amour qui accepte l'imperfection, lui, il peut durer toute une vie. Plus tard, dans le petit jardin de la mairie, les deux sœurs s'assoient sur un banc pendant que les invités bavardent. Le soleil de juin décline doucement. « J'ai quelque chose à te dire », murmure Léa. « Thomas m'a appelé hier. Il veut qu'on reprenne. » J'ai dit non. Pas parce que je ne l'aime plus, mais parce que je ne veux plus d'un amour qui fuit quand les choses deviennent difficiles. Camille serre sa sœur contre elle. « Tu as appris. On a toutes les deux appris. » Elle regarde Julien qui aide Marie à porter les cadeaux. Bernard qui plaisante avec les invités. Leur famille recomposée et cicatrisée qui vit enfin sa vérité. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Camille. « Au château de Malmaison, j'aurais épousé Julien en cachant qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, dans cette petite mairie, je l'ai épousé avec toutes mes blessures. Et c'est infiniment plus beau. » Léa sourit en contemplant ses propres cicatrices qui brillent sous le soleil couchant. « On ne guérit jamais complètement de sa famille, » murmure-t-elle. « Mais on peut apprendre à l'aimer avec toutes ses imperfections. » Dans cette lumière dorée de fin de journée, deux femmes brisées puis réparées savourent une vérité simple. L'amour authentique vaut tous les châteaux du monde. Et c'est le plus beau des mariages. So the tower is there. Maybe there's a village like around this corner. It should be nearby. No? No village. Oh, there's lava there too. That's good. Whoa. You should add more sounds. We can add a Diamond Boy sound. A Diamond Boy, like video. Oh, I was saying earlier, I don't think I ever finished my thought because everyone was spamming He's so cute! But I want to do like a media share. Like figure out one of those media share games. I think that would be really fun. Like where people can just put in whatever they want. I think those videos are really funny. I'm just gonna go chop down some of those trees and we can build a little hut. Wait, I need a sip of my drink.
My mama made me a little like DIY Starbucks drink and it's so yummy. So sweet, my boys. We need a Rosa sound too. And Blaja. So many things to do. So many things. Twitch, the stream is upgrading though. It's more things like every time. Oh my gosh, don't drown. Black sheep. Black sheep. Has anyone seen Scott Pilgrim? Every time I see a black sheep, I think of Scott Pilgrim. Because of the song that Brie Larson sings. Yes? Yeah. I love Scott Pilgrim. It's so good. Ah! What the hell? I love making stories with the emojis. Wait, what is that story? Salt? Pineapple on pizza. Controversial. I tried watching the show that came out. I don't remember it though. A show came out along with it? How does everyone chat? Who likes pineapple on pizza? Don't walk in front of my axe. Baby boy, that's not safe to walk in front of axes. For Scott Pilgrim, it came out on Netflix a few years ago. Okay. I'll check that out. I like the original Scott Pilgrim, like the one with Chris Evans in it. I really like that one. My manhunt is almost finished. I'm excited to see it. Did you win? Were you the one being chased or one of the chasers? I hope that you won. Pineapple on pizza is a no, but my brother loves it. Also, I hate pineapple on pizza. Oh my gosh, those are two very different vibes. I don't even have an opinion on it, honestly. It's so controversial, but I I'm not even really like a super pizza person. TBH. That's a big tree. I don't want to, oh man, I hate cutting down big trees. No spoilers, but I was getting chased. Okay. For me, pineapple pizza is just there. If it's on the plate, I will eat it. Oh my gosh, when do I even know English? If it's on the plate, I will eat it because it's fine. Diamond Boy just pushed me off the tree. He's so silly. But it's not my first pick. I feel the exact same way. Whenever we get pizza, me and my brother are both like big gym people, and so we always just get like meat lovers or whatever has the most meat on it, so it's protein. What's your go-to food then? Guys, I am so boring with food. Every couple days I just buy either like a pound of ground beef, or I also like doing like chicken breast and shredding it, and then I have a ginormous bag of basmati rice, and I just make a ton of rice, and then I just have one of my proteins and rice and some vegetable usually because I like vegetables, but that's all. It's very boring, and also I don't have a lot of money for groceries, so it's very cheap. Hi Winter, how are you? Welcome.